Dès son arrivée à la présidence de l'Assemblée nationale, il a changé bien des façons de faire. Bonjour, M. Richard. M. Richard, comme président de la Chambre, arbitrer la période de questions qui ouvre, si vous voulez, la journée de la session, ça donne souvent lieu à des débats assez tumultueux parfois. Est-ce que vous avez en mémoire un ou des débats où vous avez été pris un peu de court? Oui. Oui, j'en ai un, M. Bellemare. Vous savez, quand Maurice on est... Bellemare. Oui, avec M. Bellemare notamment. J'avais beaucoup d'affection pour M. Bellemare, puis je pense qu'on s'entendait relativement bien tous les deux. Mais quand on a instauré la télévision des débats, c'était nouveau, et tous les députés et les partis politiques étaient nerveux avec l'avènement de la télévision à l'intérieur de l'enceinte parlementaire, parce qu'on se demandait comment les députés ou les partis politiques finiraient par utiliser les caméras pour promouvoir leurs idées ou leur formation politique. Alors, c'était au tout début de la télévision des débats, et c'est à ce moment-là que, à cause du projet de loi 101 sur la langue française, Cadbury, la compagnie de chocolat, avait annoncé qu'elle quittait le Québec. Ça avait engendré un mouvement de boycott de toutes les centrales syndicales, donc de mes anciens clients, et un mouvement de boycott de beaucoup d'associations au Québec contre Cadbury, parce que Cadbury quittait à cause de la loi 101. Alors, un bonjour, et vous savez que le président il est un peu comme un ministre dans la gestion de l'Assemblée nationale. On peut lui poser des questions sur sa gestion. Alors, au lieu de les poser à un ministre, un parlementaire peut dire « Ma question s'adresse à vous, M. le Président ». C'est très rare. Ça arrive parfois une fois par année. Alors, je rentre ce jour-là à l'Assemblée, et M. Bellemare, qui était le deuxième à poser les questions, parce que les premiers, c'était les libéraux, puis après, c'était à l'Union nationale, il se lève et dit « Monsieur le Président, ma question s'adresse à vous ». Dans votre juridiction, comment ça se fait que ce produit, que le Parti québécois boycotte, mon cher monsieur, demande de boycotter des produits Cadbury? Voulez-vous porter ça à monsieur l'orateur, s'il vous plaît? Hein? Monsieur le leader parlementaire de l'Union nationale, vous avez posé un geste que je n'ai pas encore posé. Vous avez acheté une barre de chocolat Cadbury. Ça va être restaurant. Monsieur le Président, je l'ai acheté. Et là, il dit « Vous m'avez profondément déçu. Vous, comme avocat des gens de l'air, vous, l'avocat des centrales syndicales, alors que tout le monde au Québec boycotte Cadbury, vous, Monsieur le Président, vous en vendez. » Et il sort de sa poche une barre de chocolat Cadbury, puis il l'exhibe devant la caméra. Inutile de vous dire... Où il l'avait pris? Alors, moi, j'ai su immédiatement où il l'avait pris, c'est qu'il y a dans le restaurant parlementaire, il y a un petit comptoir où on vendait du chocolat. Et évidemment, quand il a vu une barre de chocolat Cadbury là, moi, j'ignorais totalement qu'on vendait du chocolat Cadbury, vous vous rendez bien compte. Mais j'ai compris qu'il avait pris le chocolat là. Alors, il l'a exhibé à la caméra et tout le monde rigolait, notamment les membres du Parti québécois. Je me souviens encore de René Lévesque, puis Burns disait, là, notre président, il a l'air fou un peu avec son chocolat. Et là, je me suis levé, puis honnêtement, je ne savais pas quoi répondre. Et ce qui m'est venu spontanément à l'esprit,
j'ai dit à monsieur le leader parlementaire de l'Union nationale, je regrette de vous avoir déçu, mais vous aussi, vous m'avez profondément déçu. Parce que vous avez posé un geste que moi, je n'aurais jamais osé poser. Vous avez acheté une barre de chocolat Cadbury. Et là, comme je suis resté debout, ça a coupé les micros, parce que vous savez, quand le président est debout, ça coupe les micros. Alors, il y a M. Bellemare qui était rouge de colère, puis il essayait de parler, mais personne ne l'entendait parce que les micros étaient coupés. La télédiffusion des débats, d'où c'est venu cette idée d'implanter ou de faire entrer les caméras à l'Assemblée? Oh mon Dieu! Le Parti québécois avait des projets de réforme parlementaire. Hein? Et parmi les projets de réforme parlementaire, il y avait le projet général de rendre l'Assemblée nationale beaucoup plus transparente, beaucoup plus ouverte sur les citoyens. D'ailleurs, on a adopté tout de suite des politiques pour permettre aux gens de venir à l'Assemblée nationale. Hein? Et on a créé des guides, des fonctions de guide pour guider les gens à l'Assemblée nationale, etc. Et à travers cette réforme parlementaire qu'on voulait faire pour rendre l'Assemblée nationale plus transparente, il y a eu ce projet de télévision des débats. Il ne faisait pas l'unanimité à l'époque parce qu'il y a beaucoup de députés qui étaient assez craintifs à l'égard de la télévision des débats. Mm-hmm. Et finalement, ça s'est avéré, je pense, un succès. Est-ce que ça a changé leur comportement en Chambre? Si. Beaucoup au début, comme M. Bellemare l'avait évoqué. Durant toute ma carrière, je n'ai jamais vu autant d'éclairage et autant de beaux hommes comme j'en vois devant moi, si bien habillés. Il y a eu un concours de beauté dernièrement, j'espère. Donc, beaucoup au début, notamment en rapport avec la tenue vestimentaire, mais surtout, je dirais que ça a éliminé beaucoup de débats de procédure. Parce que les débats de procédure, c'est ennuyeux pour le peuple, ça. Hein? Mm-hmm. Alors, ça a éliminé beaucoup de débats de procédure. De ce point de vue-là, ça a été un changement assez significatif, à mon avis. M. Richard, vous avez aussi instauré une autre réforme. Enfin, c'était peut-être continuel, mais en créant le bureau de l'Assemblée nationale, d'abord, c'était quoi? Et ça vous donnait plus d'autonomie, ça? Ah oui, énormément. C'est parce que, vous savez, du temps de Duplessis, l'Assemblée était littéralement dirigée, le président de l'Assemblée était dirigé par le premier ministre. C'est Duplessis qui décidait de tout. Dans la plupart des parlements, on souhaite, et il est très important pour la séparation des pouvoirs, que l'Assemblée nationale soit autonome par rapport au gouvernement. Autrefois, il y avait la régie interne, qu'on appelait. Alors, les membres de la régie interne qui géraient l'Assemblée avec le président étaient tous nommés par le gouvernement. Le bureau, c'est différent. Là, ça faisait appel à des gens de l'opposition. Et c'était l'Assemblée nationale et les membres de l'Assemblée nationale qui dirigeaient l'Assemblée et non plus le gouvernement. Donc, il y avait des représentants de tous les partis. Il y avait des représentants de toutes les formations politiques. Ouais. Est-ce que, comme président de la Chambre, là, vous avez eu parfois des contestations assez vives, soit du côté ministériel ou du côté de l'opposition, dans l'arbitrage des débats? Oui, j'en ai eu beaucoup. Je dirais que les pires, ça a été du côté ministériel. J'ai eu un moment où j'ai 5 ou 6 ministres du Parti québécois qui ont quitté en désapprouvant une de mes décisions. Monsieur le député de Mercier, je sais que vous n'abusez généralement pas des questions additionnelles, sauf qu'aujourd'hui, particulièrement, j'ai beaucoup de députés qui m'ont demandé d'avoir l'occasion de formuler une question. Et il y a notamment la formation de l'Union nationale qui n'a eu droit hier qu'à une seule question principale. Et pour ces considérations, et aujourd'hui, et à cause uniquement des circonstances particulières aujourd'hui, à cause du temps qui est déjà écoulé, je ne peux malheureusement pas vous reconnaître. Vous avez suspendu les travaux? Monsieur le député de Roberval. Mais vous avez été contesté. On parle même de vous remplacer du côté, Monsieur le Président. Vous savez, c'est une fonction. Quand vous êtes là le premier jour, vous n'avez pas de crédibilité. La crédibilité, elle s'acquiert au fil du temps. Alors, au début, c'était très, très difficile à gérer parce que, avant 1976, il n'y avait, souvenez-vous,
M. Morin, qu'entre 1973 et 1976, il n'y avait que 6 députés dans l'opposition, 6 membres du Parti québécois comme députés, et tout le reste était des libéraux. Alors, M. Bourassa avait demandé au président, qui était Jean-Noël Lavoie, d'être très, très généreux envers ces 6-là, parce qu'il ne voulait pas que les 6 quittent, ils étaient tellement peu nombreux, il ne voulait pas les voir quitter l'Assemblée nationale, et c'était tellement inéquitable comme répartition compte tenu du pourcentage de voix que le Parti québécois avait récolté, que M. Bourassa, avec raison, avait demandé au président d'être particulièrement généreux avec eux. Donc, il y avait aussi M. Roy et M. Sanson, je crois, qui siégeaient à l'époque. C'est ça. Alors, et effectivement, mon prédécesseur a été d'une grande générosité envers l'opposition. Il a creusé un sillon dans lequel j'ai dû m'installer. Hein. Et ça n'a pas fait toujours plaisir, parce que là, les forces étaient plus équilibrées, plus équitables. Et ça n'a pas forcément fait plaisir tout le temps, surtout mes décisions, à la majorité ministérielle. Mais durant ce temps-là, ça me permettait d'acquérir une certaine crédibilité. Et je dirais qu'avec l'avènement de la télévision, ça m'a donné toute la crédibilité, puis beaucoup plus de facilité pour présider la période des questions. Mais cette contestation-là, qui était presque pas continuelle, mais qui revenait souvent, est-ce que ça vous incitait pas à demander d'être relevé de cette fonction-là? Non. J'ai fini par aimer beaucoup la fonction. Hein. Mais vous étiez engagé avec M. Lévesque pour faire plus que 18 mois. C'est ça. Et il m'a demandé de le désengager, ce que j'ai accepté, mais je voulais toujours avoir l'expérience de la liberté, hein, et surtout d'un ministère. Remarquez que c'est une fonction formidable, la présidence, parce qu'il n'y a qu'un président, puis il y a une vingtaine ou 25 ministres. Hein, il n'y a qu'un seul président. Si on revient à la réforme parlementaire, on en parle depuis peut-être 30-40 ans, la représentation proportionnelle des électeurs, des députés. Est-ce que c'est finalement faisable? Moi, ce que je souhaite avant tout, et je pense que ça, ce serait facile à modifier, c'est qu'on donne plus de liberté aux députés à l'intérieur de l'Assemblée nationale, que les formations politiques donnent plus de liberté à leurs députés. Vous voulez parler de la ligne de parti? La ligne de parti est trop serrée. Est trop serrée, et c'est parce que dès qu'il y a un député ne respecte pas la ligne de parti, toutes les caméras sont sur lui. Hein. Alors, les formations politiques, ça les embarrasse. Hein. Il devrait y avoir, selon vous, plus de vote libre. Beaucoup plus de vote libre par session. Oui. La fonction de président, est-ce que ça vous a amené à avoir un rayonnement aussi international? Oui, avec des ententes, vous savez, on était membre des deux grandes associations, de deux des grandes associations, les parlementaires du Commonwealth, les parlementaires francophones, et également avec les parlementaires américains. Alors, ça nous amène à avoir, et ça, c'est une partie très intéressante de la fonction présidentielle, c'est ces relations avec les autres parlements. Alors, on a négocié des ententes avec les Français, avec les Belges en particulier, puis par la suite, les autres présidents ont donné plus d'élan encore à ces relations-là. La présidence est une fonction neutre. Ouais. Est-ce que ça vous nuisait dans votre circonscription? Oh que non, oh que non. C'est le contraire. Parce que, d'abord, j'étais député de la région de Québec, hein, et en général, les ministres facilitent la tâche du président quand il y a des problèmes dans sa circonscription électorale. Et le président, il a accès aux ministres comme il veut, hein, bien plus qu'un député. Alors, au contraire, ça a été formidable pour Montmorency. Ça a été, j'ai envie de dire, une aubaine le temps que j'ai été à la présidence de l'Assemblée. Et il y avait la proximité des lieux aussi. Il y avait la proximité des lieux. J'étais partout. Hein, je quittais l'Assemblée, puis une heure et demie après, j'étais de retour. J'allais dans ma circonscription, j'étais de retour à l'Assemblée. Est-ce que vous avez participé au référendum de 80? Dans ma circonscription uniquement. Ah oui? Vous étiez imposé un droit de réserve?
Oui, je n'ai pas voulu aller en dehors de ma circonscription. Et comme vous étiez un souverainiste convaincu, comment vous avez réagi aux résultats du vote, et dans votre comté et à l'échelle québécoise? Bon, j'ai réagi avec... Dans ma circonscription, ça a été pratiquement un match nul. Il y a eu 400 voix de différence, 400 voix en faveur du non. Je n'étais pas surpris. Je m'y attendais un peu. Ça a été le deuxième vote pour le oui en importance dans la région de Québec. Il n'y a que Louis Hébert qui a donné un meilleur résultat. Et évidemment, c'est un moment de tristesse et de très, très grande déception. Mais j'ai envie de dire que j'étais moins déçu qu'en 1995, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Puis je me disais, bon, bien, on va se reprendre. Mais là, en 1995, j'étais un peu plus vieux. Là, les chances de se reprendre étaient diminuées un peu. Et vous êtes revenu en Chambre, continuer... vous étiez toujours président de l'Assemblée nationale. Ouais. Là, les libéraux ont insisté pour que les deux drapeaux québécois et canadiens soient derrière vous. Oui, mais ça, c'était facile à régler parce que il n'y avait qu'à le voter à l'Assemblée nationale. Alors, moi, je respectais encore là les desiderata des membres de l'Assemblée nationale. Or, la majorité souhaitait que ce soit le drapeau fleur-de-lys. Vous en avez fait allusion tout à l'heure, M. Richard. Vous avez finalement accédé au Conseil des ministres en 80, quelques mois après le référendum. Comment ça s'est présenté? M. Lévesque m'a téléphoné, il dit il y aura un remaniement demain. Comme vous le savez, il était annoncé, le remaniement. Et il m'a dit vous voulez toujours quitter? J'ai dit oui. Ben, il dit vous serez ministre demain, mais il dit je ne sais pas de quoi. Et qu'est-ce qui s'est produit le lendemain? Venez demain matin. Il dit venez demain matin pour l'assermentation à telle heure, je me souviens plus, au bureau du lieutenant-gouverneur. Et finalement, il m'a rappelé 1h30 plus tard ou 2 heures plus tard pour me dire que je serais aux communications. J'étais assez content. J'étais très content. Évidemment, ça faisait 4 ans que j'occupais la présidence. Monsieur Richard, quand M. Lévesque vous a nommé au ministère des Communications en 80, est-ce que vous aviez un mandat particulier? Aux communications, non. Parce que vous savez, depuis que Jean-Paul Lallier avait été ministre des Communications puis qu'il avait perdu la cause célèbre de la câblo-distribution, il n'y avait plus beaucoup de contenu au ministère des Communications. Et évidemment, il y a Communication Québec, etc. Et je pense qu'il était souhaitable, c'est ce qui a été fait plus tard, que ce soit fusionné au ministère de la Culture. Ça a été fait plus tard, mais ce n'était pas un contenu extraordinaire. Hein, Par la suite, oui, il y a eu la loi sur l'accès à l'information qui a été très importante, qui relevait du ministère des Communications, mais ce n'est pas moi qui ai fait cette loi-là, c'est mon successeur en communication, Jean-François Bertrand. Et quand vous avez quitté la présidence, comme c'est la tradition, il y a, pour immortaliser votre passage, la photo, enfin le portrait, ou dans votre cas, ça a été une peinture qui a fait beaucoup jaser parce que c'était un peintre assez célèbre, Jean-Paul Lemieux. Oui. Ben, moi, je trouvais que il fallait marquer la différence. Hein. Il fallait marquer le moment, l'élection du Parti québécois en 1976. Moi, j'avais été élu à la présidence en décembre 1976, donc en plein hiver. Et il se trouvait que mon voisin à Beauport était le représentant de Jean-Paul Lemieux. Alors, j'avais été amené à croiser Jean-Paul Lemieux dans ces conditions-là. Et Jean-Paul Lemieux m'avait offert en me disant ça ne sera pas très cher. Et c'est parce qu'il avait été incité par mon voisin, qui était un ami aussi. Mais il y avait une réserve, parce que Lemieux peignait toujours ses portraits. Avec des chapeaux. Et il aurait donc voulu que je porte un chapeau. Et à l'époque, je n'en portais pas. Malheureusement, c'est depuis ce temps-là, je porte un chapeau exactement du genre de ceux que Lemieux aurait voulu que je porte. Mais je n'en portais pas à l'époque. Mais la représentation, c'est
le président est le gardien du Parlement. Alors, j'aimais beaucoup qu'il me mette sur une scène d'hiver, qui sont la barque de commerce, pour ainsi dire, de le mieux, devant le Parlement, un personnage qui est assez imposant physiquement devant le Parlement, comme gardien du Parlement, sur une scène d'hiver, puisqu'on avait été élu, j'avais été élu en décembre 1976. Et quelle réflexion vous avez fait en quittant la présidence de l'Assemblée nationale sur les mérites du fonctionnement du régime britannique, du régime parlementaire? Pour moi, c'est un bon régime. C'est un bon régime qui doit être modifié dans le sens où, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire donner une plus grande liberté d'expression, ne pas lier les membres des formations politiques toujours, sans exception, à la ligne de parti sur n'importe quel projet de loi, fût-il mineur. Mais pour moi, c'est un régime qu'il faut conserver. On est en 80, le lendemain du référendum, les élections approchaient. Est-ce que vous vous étiez donné une tâche particulière dans la région de Québec? Oui, bien, le premier ministre m'avait demandé d'assurer la coordination de ces 13 comtés-là puis d'essayer d'en gagner le plus possible. Alors ça a été assez intéressant, même très agréable. D'abord parce que les adversaires avaient peu de prise sur moi parce que j'avais été président, je n'avais pas été plongé dans le chaos de l'Assemblée, plutôt j'essayais de réparer le chaos puis de les empêcher. Et je n'avais pas eu à défendre beaucoup d'opinions. Et là, je me suis lancé vraiment en campagne électorale comme ministre des Communications. J'ai été seulement 6 mois en communication, mais le temps là-dessus, on a été en campagne électorale. Alors, je n'ai pas été très, très longtemps en communication. Je n'ai pas eu le temps de faire ma marque aux communications, certainement pas. Est-ce que la victoire était prévisible en 81? Oui, je crois. Je crois. Parce que M. Lévesque avait hésité de les faire à l'automne 80 ou printemps 81. Oui, quand il les a déclenchés, on pensait bien qu'on gagnerait. Moi, j'étais convaincu que dans Montmorency, ça ne posait pas de problème parce qu'on avait fait 50-50 au référendum et je savais que beaucoup de gens avaient voté non au référendum, mais qu'ils voteraient pour le Parti québécois dans Montmorency, ça ne posait pas de problème. Et je crois que c'était la même chose. Je pensais que c'était la même chose dans toute la région de Québec, ou à peu près. Et effectivement, aux élections de 81, dans la région de Québec, il n'y a qu'une seule circonscription qui nous a échappé, c'est Charlevoix. Toutes les autres sont tombées dans le panier du Parti québécois. Après les élections, vous êtes reconduit au Conseil des ministres, mais dans des nouvelles fonctions. Oui, alors là, ça a été assez amusant, c'est assez cocasse d'ailleurs. Alors, je reçois un téléphone de M. Lévesque qui me dit bon, mais Clément, vous savez qu'il nous appelait tout le temps par notre prénom en nous vous voyant. Ça, c'est la règle René Lévesque, le prénom et le vouvoiement. Alors, il dit Clément, il dit, vous allez, ça va bien aux communications, il n'y a pas eu de problème. Si ça ne vous déplaît pas trop, vous pourriez rester là. Il dit très bien, c'est fait, réglé. Alors, au lendemain des élections, ça. Et le lendemain, c'était l'assermentation des députés de la région de Québec. À l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais tous les députés de la région de Québec, on se faisait assermenter à l'occasion d'une cérémonie pour tout le monde. Alors, je viens à l'assermentation et après l'assermentation... comme député? Comme député, oui. Je m'en vais rencontrer mon sous-ministre qui était Pierre Deschênes, qui était devenu un ami, qui est un sous-ministre absolument formidable, avec lequel j'avais beaucoup travaillé. Et je vais voir Pierre Deschênes, et je suis dans son bureau, puis je dis, Pierre, je pense qu'on va continuer à travailler ensemble, parce que j'ai été confirmé par le premier ministre aux communications. Au moment où nous étions en train de causer de cela, puis des projets, etc., la secrétaire de M. Deschênes frappe à la porte, et elle me dit, Monsieur Richard, vous êtes demandé au téléphone par le premier ministre. Ah oui. Alors, je vais parler à M. Lévesque. Il me dit, oui, je vous ai dit aux communications hier, vous pouvez toujours y rester, mais j'ai un autre choix pour vous, si ça vous intéresse. Mais il dit, je dis, ah oui, il dit, oui. Il dit, aux affaires culturelles. Mais il dit, il faut que vous fassiez votre choix avant 4 heures après-midi. Il faut que vous m'appeliez avant ce temps-là, sans faute. Il était à peu près midi, à ce moment-là.
Alors, je l'ai rappelé presque tout de suite après pour dire les affaires culturelles. Vous étiez à l'aise dans ce ministère-là? Oui, pas au tout début, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais ça m'intéressait formidablement. Et c'est là que vous avez entrepris une tournée là, peu de temps après? Une tournée à travers tout le Québec où j'ai recueilli 800 mémoires. Vous vous rendez compte, j'ai fait toute la tournée du Québec. Vous voulez savoir ce que les gens souhaitaient avoir comme ministère de la Culture, comment ils voulaient y participer, puis je voulais surtout sensibiliser les municipalités à l'importance de l'investissement dans le secteur culturel. Alors, ça me permettait de rencontrer les maires, les conseillers municipaux, de faire le tour de tout le Québec pour dire aux maires et aux conseillers municipaux, la culture, c'est important. Il n'y a pas seulement que ce que vous appelez les loisirs, parce que dans toutes les municipalités du Québec, vous savez, on confond les budgets de loisirs et de culture. Et souvent, c'est la culture qui est partie perdante dans ça. Alors, ça a été très, très, très intéressant, cette tournée. Est-ce que vous aviez gagné l'appui des municipalités? Beaucoup, oui, beaucoup. Oui? Oui, beaucoup, surtout après avec... j'ai eu la chance même durant la récession, parce que ça a été terrible, cette récession-là. Mais j'ai eu la chance d'avoir un premier ministre et un ministre des Finances qui privilégiaient la culture. Alors, je le faisais assez discrètement, plus discrètement que d'autres après, peut-être que... Donc, parce que je ne voulais pas qu'on dise en pleine récession, ils construisent des musées, etc. Mais effectivement, c'est ce qu'on a fait. Alors, j'ai eu des augmentations de budget considérables à l'époque pour des investissements dans le domaine culturel. Preniez-vous des arguments particuliers pour les convaincre? Oui, mais enfin, il s'agissait de... C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avec l'évêque comme premier ministre et Parizeau comme ministre des Finances, je n'avais pas besoin d'argumenter très, très longtemps pour leur faire comprendre que les investissements dans le domaine culturel sont non seulement importants pour nous, comme peuple francophone en Amérique du Nord, mais importants d'un point de vue économique aussi. Alors, je n'ai pas eu trop de difficultés à obtenir des fonds pour le cinéma, pour les musées. Quand j'ai quitté les affaires culturelles, il y avait 7 musées en construction, notamment l'agrandissement du Musée des Beaux-Arts de Montréal, le déménagement du Musée d'art contemporain, la construction du Musée de la civilisation à Québec, l'agrandissement du Musée des Beaux-Arts sur les plaines d'Abraham, le Musée de Sept-Îles, le Musée de Péribonka, etc. Le développement des musées, est-ce que ça répondait à un grand besoin? Est-ce qu'on avait du retard là-dedans? Ah oui. Par rapport à l'Ontario, par rapport aux Américains, par rapport à tout le monde, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, il fallait absolument l'agrandir. Il fallait déménager le Musée d'art contemporain parce qu'il était sur son île, presque inaccessible, sans circuit d'autobus, rien. C'était un vestige de l'exposition de 67. Et à Québec, on voulait avoir, pour la capitale nationale, d'autres musées. Ça a été le projet très, très controversé au départ le projet du Musée de la civilisation, qui aujourd'hui est un énorme succès. Alors, ça, je suis assez content d'avoir mis ça en vente. Mais il y avait le gouvernement fédéral qui avait beaucoup plus d'argent et qui aussi subventionnait le domaine culturel. Oui, parce que le gouvernement fédéral, il y a le Conseil des arts. Mais il y a, à côté du Conseil des arts, parallèlement, le ministre des Communications s'est donné un budget. Et le ministre des Communications fédéral, en tout cas à l'époque, investissait souvent dans des projets sans nécessairement consulter le Québec. Alors, ça faisait un peu chaotique comme investissement dans le domaine. Je vous remercie beaucoup, M. Richard. On continue la semaine prochaine. Merci.